Je suis le fils d'une riche famille échangée à la naissance par la nourrice. Quand je lui ai montré mon bulletin scolaire où j'y étais dernier de la classe, la nourrice a souri. Je portais des baskets blanches bon marché que la nourrice m'avait offertes comme récompense. Une Lincoln limousine est apparue devant moi. Un homme descendit de voiture, il s'inclina devant moi et dit: Jeune maître, rentrons à la maison. Lorsque je présentai mon bulletin scolaire avec le dernier rang à cette vieille femme au visage dur devant moi, elle sourit. Elle me tapota la tête: espèce de bon à rien, voilà un peu d'argent pour t'acheter des chaussures. Je dis merci maman, elle me donna un coup de pied: dégage, tu me fatigues à te voir. Avec les $20 qu'elle m'avait donné, j'y ai acheté une paire de baskets en toile blanche à $15 dans le magasin discount de l'ouest de la ville. Mes chaussures aux pieds dataient de 3 ans, les orteils étaient tellement déformés que j'y ai dû faire un effort considérable pour redresser mon pied avant d'enfiler les nouvelles baskets. Cette vieille femme, elle s'appelait Donna Miller, c'était ma mère, elle m'insultait souvent me traitant de bon à rien, de déchet, de petite merde. Mais elle le faisait toujours en souriant parce que plus j'y étais inutile, plus ça la rendait heureuse. Elle m'a payé mes études et chaque fois qu'elle voyait mes résultats scolaires en bas du classement, elle riait aux éclats. Un jour je l'ai entendu murmurer que importe s'il a du sang de riche, il n'en reste pas moins un bon à rien, la vie de jeune héritier qu'il aurait dû avoir, c'est mon propre fils qui la vit. Qui aurait cru que le fils d'une domestique vivrait dans l'opulence, tandis que le fils d'un PDG milliardaire obéirait à mes ordres comme un chien. Je me tenais dans la rue chaussée de mes baskets blanches en toile jusqu'à ce qu'une Lincoln limousine apparaisse devant moi. Les éclaboussures de boue de la voiture avaient taché mes baskets blanches. Je me suis accroupi pour les essuyer lorsqu'un homme est descendu du véhicule. Il s'est présenté comme le majordome de la famille Sterling, il s'est incliné servilement devant moi et la carrosserie noire de la voiture reflétait mon visage pâle et émacié avec des yeux d'un noir effrayant. Il ouvrit la portière de la voiture et s'inclina respectueusement: Jeune maître, rentrons à la maison. Assis dans la spacieuse voiture, quelqu'un me servit du vin rouge, je n'en avais jamais bu auparavant, trouvant son goût amer et âpre, pourtant je me forçais à le boire. L'habitacle était chauffé à fond et mes mains couvertes d'engelures me faisaient sourdement mal. À travers la vitre arrière, j'y aperçus la grosse femme qui courait derrière la voiture en hurlant. L'étanchéité de la voiture était excellente, j'y ai demandé qu'on entrouvre légèrement la vitre et j'y ai pu entendre vaguement hurler: espèce de bâtard ingrat, après toutes ces années à t'élever, tu t'es en vas comme ça. Que a-t-elle dit? Des autres? Ah oui, elle a aussi dit: tu ne peux pas voler la vie de mon fils. Elle a dit que je ne pouvais pas voler la vie de son fils, mais alors qu'est-il advenu de ma vie à moi? La vitre a été refermée et le calme est revenu dans l'habitacle. Le majordome, voyant mes chaussures couvertes de boue, a secoué la tête avant d'ordonner au chauffeur de s'arrêter et de m'emmener dans une boutique de chaussures. Le sol sous mes pieds était lisse et immaculé et je me sentais mal à l'aise craignant de le salir, alors je restais sur place raide comme un piquet. Des chaussures Ferragamo, une seule paire valait 10 000 fois celles que je portais. La vendeuse m'a invité à m'asseoir et à retirer mes chaussures, révélant des chaussettes grises trouées laissant voir mes orteils. J'y ai vu la vendeuse reculer légèrement, j'y ai entendu son petit rire moqueur. Je repoussai le vendeur et enfilai mes propres chaussures sales. Le majordome me demanda ce qui n'allait pas, d'une voix empreinte d'accent. Je répondis que ces chaussures me convenaient parfaitement. En m'éloignant, je jetai un regard à la vendeuse qui m'avait fait essayer les chaussures grandes très pâles. J'y emportai son image gravée dans mon esprit avant de partir. Je regardais la voiture quitter la campagne, reculer pour se diriger vers la ville animée jusqu'à ce qu'elle s'arrête avec élégance devant cette villa luxueuse mais discrète construite dans le quartier le plus prestigieux. J'y étais à la fois nerveux et excité. Un domestique m'ouvrit la porte et je pénétrai dans cette somptueuse villa où je rencontrai mes véritables parents. Ils étaient extrêmement bien conservés, assis sur le canapé. Leur réaction en me voyant n'était pas la joie qu'on attendrait de parents retrouvant leur fils après 17 ans de séparation, mais plutôt une légère irritation. Ils me firent signe de m'asseoir devant eux, je les appelai poliment papa-maman. Mon père répondit d'un ton sec et me tapota la tête d'un geste maladroit. Ma mère en revanche tardait à répondre, je tournai les yeux vers elle, son visage presque sans ride trahissait une profonde perplexité lorsqu'elle me regardait. Ce ne fut qu'à l'arrivée de Marc descendant l'escalier en colimaçon doré que je compris l'origine de leur agitation et de leur trouble. Il était grand et bien bâti, à côté de lui je faisais figure de réfugié rachitique. Il me jeta un regard méprisant avant de passer devant moi pour aller s'asseoir familièrement aux côtés de ma mère. Maman, qui c'est celui-là, un mendiant? Marc n'avait aucun accent et parlait avec la diction parfaite d'un présentateur de journal télévisé, ponctuant occasionnellement ses phrases de quelques mots en anglais teintés d'un accent londonien. Pour eux, Marc était l'enfant qu'ils avaient élevé avec amour pendant 17 ans, un fils en or, un enfant prodige, tandis que je n'étais qu'un étranger surgi de nulle part pour les appeler papa et maman, un pauvre air petit et trapu avec un fort accent campagnard. Ma mère a pris sa main pour le réconforter. Désormais il sera ton frère aîné, vous devez bien vous entendre. Il a marqué une pause avant de dire à ma mère: maman, ne t'inquiète pas, je vais vraiment bien et m'occuper de mon frère. Marc m'a encore jeté un regard méprisant. Frérot, comment peux-tu porter des vêtements comme ça? Je vais te donner quelques-uns de mes vieux habits. Ma mère était très touchée et a tapoté la main de Marc. Mon fils est si mature. Je baissai la tête docile comme un chien. Des accords petit frère, merci. Marc m'emmena dans sa chambre qui était plus grande que toute la maison où j'y avais vécu auparavant. Sa Rolex était soigneusement rangée dans une vitrine spéciale. Il ferma la porte avec un sourire de gentleman puis me souleva comme un poulet. Son visage trahissait une fureur incontrôlable. Un misérable comme toi avec ta tête de pauvre, tu crois que tu mérites que je t'appelle frère aîné? Il ressemble tellement à sa mère, ça me rappelle quand elle m'a maintenu au sol et m'a marqué au fer rouge sur le dos, la poitrine et les jambes. Il me serrait tellement fort que je pouvais à peine parler. J'y ai réussi à articuler avec difficulté: on dit que ton vrai père est un meurtrier. Effectivement, le fils d'un meurtrier ne sait résoudre les problèmes que par la violence. Il m'a violemment jeté au sol et au moment où son poing allait s'abattre sur mon visage, il s'est arrêté. Tu cherches à me provoquer pour que je te frappe et que tu ailles te plaindre ensuite. Tu rêves, je suis le fils parfait aux yeux de nos parents, même si tu es là ça ne changera rien, ce qui est à moi reste à moi, tu ne pourras rien me prendre.
Ta vie a été ruinée le jour où tu as été échangé. Je me suis relevé du sol lissant les plis de mes vêtements. Ce n'est pas à toi de décider si ma vie est ruinée ou non. C'est moi qui décide. 4. Je loge dans une chambre des amis au premier étage 3 fois plus petite que celle de Marc avec un grand arbre devant la fenêtre qui laisse à peine entrer la lumière du jour. Ma mère aime acheter beaucoup de vêtements et de chaussures mais rien ne me va. Je pense aux vêtements de Marc sur mesure coupés au millimètre près. J'y ai donné à Marc les vêtements que ma mère m'avait achetés et il lui allait parfaitement. Ma mère m'a demandé pourquoi je ne portais pas les vêtements qu'elle m'avait achetés. Marc est descendu de l'étage en portant les vêtements que je lui avais donnés. J'y ai pointé Marc du doigt. Je trouve qu'ils vont mieux à mon petit frère alors je les lui ai donnés. Le visage de ma mère a rougi à plusieurs reprises que ce soit par culpabilité ou par remords. Elle m'a emmené acheter plus de vêtements. Un tailleur de haut niveau prenait lui-même mes mesures. Chaque vêtement était luxueux et confortable. Je caressais le tissu doux en pensant voilà donc la vie que Marc avait toujours menée alors que c'était la première fois en 17 ans que je portais un vêtement coûtant plus de 20 $. On m'inscrivit dans la meilleure école privée dans la même classe que Marc. Lorsque je fis mon introduction sur scène avec un accent approximatif, Marc éclata de rire au fond de la salle. Un garçon assis à côté de lui se mit aussi à ricaner. Le plouc, tu pourrais au moins apprendre à parler anglais correctement avant de monter sur scène. Nous ne sommes pas censés être une école des élites. Étudier avec ce genre de personnes rabaisse mon niveau. Camarade, ce sont tes parents qui se sont ruinés pour t'envoyer ici et n'est-ce pas dit à ton pauvre père et ta pauvre mère de venir te chercher. Ne force pas pour entrer dans un cercle qui n'est pas le tien. Notre cercle des enfants de familles riches n'est pas accessible juste en payant des frais de scolarité. Marc s'appuyait contre sa chaise se moquant de moi. Je me suis raclé la gorge. Si je ne suis pas qualifié pour étudier avec vous alors c'est Marc qui devrait être renvoyé en premier. Après tout je suis le vrai fils des Sterling alors que Marc n'est que le fils de notre majordome. Quel sens cela aurait-il que le jeune maître soit renvoyé tandis que le fils du majordome reste dans une école des élites? Ces mots tombèrent comme une bombe provoquant un tollé général dans l'assistance. Marc quitta le dossier de sa chaise d'un bond se levant d'un coup sec pour me pointer du doigt en hurlant répète un peu ça. Je souris. Tu as des problèmes d'audition, ta mère aussi apparemment la génétique ça compte. Dès mon premier jour d'école mon arrivée devint le sujet de conversation de tout l'établissement. Le soir dès que je franchis le seuil de la maison je reçus une gifle retentissante de ma mère sur la joue gauche. Comment as-tu pu parler ainsi de ton frère devant les autres? Je demandai à ma mère perplexe ce que j'y avais bien pu dire. Ma mère réfléchit longuement mais ne trouva rien à répondre. Mon père est sorti, c'est lui qui détient le pouvoir de parole dans cette famille. Les conflits entre adultes ne doivent pas impliquer vous les enfants. Ton frère est innocent à l'avenir. Je ne veux plus t'entendre parler de ses origines à l'école. Pour papa et maman, toi et ton frère êtes tous les deux nos enfants. Tu viens tout juste d'arriver. Il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas encore. Le fait que tu sois le fils des Sterling ne doit pas être ébruité pour éviter que les gens se moquent de notre famille Sterling. Mon père occupait toujours une position élevée et ses paroles étaient toujours pleines de grandeur et de vertu apparente. Je savais que si je parlais encore je deviendrais encore plus ennuyeux alors une fois de plus j'y ai baissé la tête docilement comme un chien et j'y ai dit des accords père. Ce n'était rien d'autre qu'ils ne voulaient pas me reconnaître comme leur fils par peur d'être embarrassé. Je comprenais mais comprendre ne signifiait pas que j'y acceptais. Les résultats du premier examen scolaire sont tombés et j'y ai obtenu la première place de l'école avec 20 points d'avance sur le deuxième. Marc regardait incrédule mon nom en tête de liste sur le bulletin de notes. C'est impossible, espèce de bon à rien, tu as toujours été dernier à chaque examen. Je plissai les yeux vers lui souriant pour montrer une canine pointue. Petit frère, on dirait que tu me connais très bien. Kitté a dit que j'y étais systématiquement dernier de classe à chaque examen. Une expression paniquée traversa brièvement son visage. Tu as grandi dans ce genre de famille, comment pourrais-tu être bien influencé? C'est évident que tu es dernier. Je contemplais l'épaisse callosité sur mon majeur, témoin des nuits passées à étudier sous la lampe torche sous ma couette. Si je n'étais pas dernier, comment Donna aurait-elle pu rester tranquille? Je m'approche de lui plongeant mon regard dans le sien. Quelle famille celle où tu aurais dû être? Marc recule d'un pas comme pour dissimuler son trouble et me pointe du doigt en hurlant. Je sais que tu veux que nos parents te reconnaissent mais tricher n'est pas la solution. Les regards alentour se tournent vers moi empreints d'une expression qui disait clairement tout et s'explique. En moins de 3 jours la rumeur comme quoi j'y avais triché pour obtenir la première place et s'était répandue comme une traînée de poudre. Un petit sbire de Marc a dit avoir vu voler les copies des examens. Marc a insulté ce sbire devant toute la classe. Tu oses dénoncer un membre de la famille Sterling, tu ne tiens pas à la vie. Et s'il a volé les copies c'est juste pour obtenir la reconnaissance de mes parents. Après tout il a grandi dans ce genre de famille, les mauvaises habitudes qu'il a acquises par imprégnation il faut lui laisser du temps pour les corriger. Frérot, la prochaine fois ne vole plus les sujets des examens, cette fois je vais plaider ta cause auprès de papa et maman. Marc a plaidé pour moi tandis que les gens autour chuchotaient. Bien que Ethan soit le fils biologique des Sterling, en quoi peut-il rivaliser avec Marc? Oui, Marc est mon idole, quant à Ethan je ne le laisserai même pas être mon chien à mes pieds. Marc est un élève exemplaire alors que Ethan est un tricheur, quelle malchance de les associer, ce genre de personnes ne mérite pas d'étudier dans notre école de l'élite. J'y ai vu Marc esquisser un sourire en coin, imbécile incapable de dissimuler ses émotions, à quoi peut-il bien servir? J'y ai été convoqué dans le bureau du professeur principal, tu sais que la triche peut entraîner un renvoi. Même si vous avez les Sterling derrière vous, notre école n'acceptera jamais un élève au comportement aussi ignoble. Je lui ai demandé, vous en avez la preuve? Elle n'en revenait pas qu'un gamin pauvre comme moi ose remettre en question l'autorité d'une enseignante d'une école des élites. Son visage a changé et elle m'a hurlé dessus. Tu sous-entends que je t'accuse à tort et à travers. Je vais immédiatement convoquer tes parents et on verra bien et s'ils te croient sur ton histoire de triche. Elle a appelé ma mère une demi-heure plus tard. Ma mère se tenait devant moi et m'a giflé. Un coup retentissant et le bureau devint silencieux, une dizaine de paires d'yeux curieux collés aux fenêtres.
Présente tes excuses à la maîtresse. Je n'ai rien fait de mal, pourquoi devrais-je m'excuser? Tu continues à faire elle impudent. Elle levait déjà la main pour me frapper à nouveau, mais J attrapé son poignet fin. Pour la première gifle, je t'ai respecté en tant que ma mère, mais pour celle-ci tu dépasses les bornes. Une lueur de terreur apparut dans ses yeux à cet instant. Elle comprit que celui qui se tenait devant elle n'était pas obligé de rester éternellement un chien docile. Je peux prouver que je n'ai pas triché, il suffit que vous me donniez une autre copie des examens. Les questions de cet examen étaient trop faciles, vous pourriez en préparer un avec un peu plus de niveau. Après tout, je ne suis pas de ces bons à rien qui ne savent que manger, boire et s'amuser, ces outres dorées emballées avec de l'argent. Si parfait, Marc applaudit. Frérot, je crois en toi. Cependant frérot, pour convaincre tout le monde, un simple examen ne suffira probablement pas. Après tout, si tu as utilisé des moyens que nous ignorons pour tricher la dernière fois, rien ne garantit que tu ne recommenceras pas cette fois-ci. Marc, que proposes-tu alors, demanda le professeur principal. La semaine prochaine, notre école organisera un concours d'éloquence en anglais. Il suffira de laisser mon frère démontrer ses capacités devant tout le monde. Il se rapprocha de moi. Tu penses que c'est possible, frérot? L'anglais oral était mon point faible. Les professeurs de ma petite ville n'enseignaient que comment obtenir les meilleures notes et l'anglais oral n'était presque jamais abordé. Et mon accent et ma prononciation étaient forcément moins bons que ceux de ces gens qui avaient baigné dans un enseignement bilingue depuis leur enfance. Voyant que je ne disais rien, les autres ricanèrent. Regarde, quand il s'agit de passer à l'action, tu as peur. Tu n'oses même pas participer à un concours des anglais, c'est sûrement de la triche. Le regard de ma mère se glaça en se posant sur moi. Tu es vraiment la honte de la famille Sterling. J'y aurais dû laisser ton appel sans réponse dès le début. Je baissai les yeux avec un sourire. Mère, vos paroles brisent le cœur de votre fils. Peut-être que vous le regretterez dans le futur. Mère, ma mère garda le silence, refusant même de jeter un regard à son propre fils. Peut-être que maman le regrette déjà, frère, de t'avoir fait revenir. Marc dit cela. Ma mère, effondrée dans les bras de Marc, sanglotait. Comment ai-je pu mettre au monde un fils aussi éhonté? Marc, si seulement tu étais mon vrai fils. Je les regardais, mère et fils si proches, si complices. Le professeur principal déclara que si je refusais de participer au concours des anglais, je devrais présenter une autocritique devant toute l'école. Je répondis d'un ton impassible. La semaine prochaine, je participerai au concours de discours en anglais. Mon respectable professeur et ma chère mère. Sans oublier mon frère qui ne partage pas mon sang, vous devrez absolument venir y assister. Il ne reste qu'une semaine avant le concours des éloquences. En une semaine, il est absolument impossible pour une personne ordinaire d'acquérir une maîtrise fluide de l'anglais. Mais je ne suis pas une personne ordinaire, les liens du sang sont une chose étrange. La seule bonne chose que mes parents m'ont transmise, c'est un cerveau qui fonctionne bien. Mon accent avait déjà disparu depuis longtemps. Si je le voulais, personne ne pourrait deviner que je venais d'un petit endroit appelé Anville. Pendant une semaine, j'y ai engagé les meilleurs professeurs pour me donner des cours particuliers, ne dormant que 3 heures par jour et lisant même l'anglais pendant les repas. Le jour du concours des éloquences, mon père était également présent, apparemment convaincu par les insistances de Marc. Après tout, comment aurait-il pu manquer une occasion si parfaite de m'humilier devant mon cher père et ma mère? Le concours des éloquences était divisé en 2 parties. La première consistait en un discours improvisé sur un thème choisi et la seconde en des questions aléatoires posées par les juges pour évaluer la répartie. Quand ce fut mon tour, je vis les yeux de Marc pleins de suffisance et d'arrogance. Mon père me regardait avec sévérité tandis que ma mère fronçait les sourcils. Il était évident qu'il n'attendait rien de moi, ce rustre mal dégrossi élevé dans un petit bourg arriéré. Marc, brillant et auréolé de tous les diplômes, était bien l'enfant et l'héritier qu'il désirait. Dans leur esprit, je ne suis qu'un tricheur qui ne peut obtenir la première place qu'en trichant, un bon à rien élevé par les autres. Je monte sur l'estrade, trop de gens chuchotent en bas. Il ne va pas ouvrir la bouche, avec un fort accent campagnard. Si il tient toujours le micro sans commencer, à mon avis, il n'aura même pas besoin d'ouvrir la bouche, il va finir par avoir peur et se sauver de l'estrade tout seul. Pourquoi ne pas simplement admettre la tricherie? Tu vas encore te couvrir de honte. J'y ai entendu que M. Sterling était là aujourd'hui, et s'il voit ce spectacle pathétique, même s'il est son vrai fils, et l'entreprise fera faillite en moins d'1 an, et s'il en hérite. Je tapotai le micro, ma voix empreinte d'un accent londonien impeccable et puissant résonna dans les oreilles de chaque personne présente. Impeccable, élégant, irréprochable, les regards de ces idiots agités en bas changèrent. C'est bien meilleur que la prononciation de tous les précédents, et en plus il n'a plus cet horrible accent. Ne l'avons-nous pas vraiment mal jugé? Ce n'est que la première partie et n'importe qui peut atteindre ce niveau en répétant un texte des milliers de fois. La deuxième partie sera le vrai test de son niveau. Attendons de voir le spectacle. Une demi-heure plus tard, mon discours s'achève, la salle est silencieuse, seul un membre du jury m'applaudit. La prononciation est très standard, on voit qu'il a travaillé dur. Voici la deuxième partie, le discours improvisé. Ce camarade, veuillez nous exprimer votre vision de l'avenir. Je pouvais sentir tous les regards braqués sur moi attendant que je commette une erreur. C'était la seule façon de ne pas froisser leur fragile amour-propre. Ils refusaient d'admettre qu'un élève issu d'un village reculé puisse les surpasser si facilement, eux dont les résultats avaient été forgés par l'argent depuis l'enfance. Alors seulement si mes résultats étaient frauduleux, leur cœur s'en trouverait apaisé. Mais les efforts que j'y ai déployés sont au-delà de ce qu'ils pourraient jamais imaginer. La lumière du hall pénétra dans mes yeux tandis que je souriais, mes petites canines pointues apparaissant et disparaissant. Je répondis avec l'élégant accent londonien qu'il considérait comme la norme. Un tigre ne peut engendrer un chien sauvage, les crocs d'un chien ne sont pas assez durs, ses griffes pas assez acérées. Un chien sauvage élevé comme un tigre reste un chien sauvage. Un tigre élevé parmi les chiens sauvages, même amaigri, peut encore déchirer un chien sauvage d'un coup de mâchoire. Peut-être que dans le futur je créerai un centre de sauvetage pour animaux errants pour que les chiens sauvages retournent là où ils devraient être. Je souris en regardant Marc dont le visage était livide dans le public. Bien une personne s'est levée dans le public vêtue d'un costume, les cheveux impeccablement coiffés avec de la gel.
Si tu as vraiment les moyens de construire un refuge pour animaux errants, alors je t'aiderai à ramener ce chien. Merci père. Mon père n'était ni un bon père ni un philanthrope, c'était un homme des affaires, un homme avide de profit. Mon objectif était de lui montrer que j'y étais un investissement qui en valait la peine. Ce jour-là, lors de mon discours, je n'ai pas obtenu un bon classement, la raison étant que mes réponses aux questions du jury étaient hors sujet. Pourtant personne n'a plus remis en question mes résultats. Je me souviens que ce jour-là, lorsque mon père s'est levé pour m'applaudir et me féliciter, le visage de Mark s'est complètement déformé. Il a commencé à inciter toute la classe à m'isoler. Quand j'y entrais en classe, un seau d'eau tombait du ciel, ma chaise était couverte de petits clous, je me faisais renverser en marchant ou bien on m'enfermait dans les toilettes pour toute la nuit. Mark est venu me narguer. Frérot, supplie-moi et je te laisserai tranquille. Et n'essaie pas d'aller te plaindre à nos parents, après tout ce n'est pas moi qui t'ai frappé. Je saisis doucement le col de sa chemise. Petit frère, tu sais ce que je ferai à ta place. Je ferai disparaître de ce monde tous ceux qui se mettent en travers de mon chemin. Au lieu de ça, tu passes tes journées à jouer à des jeux de clans dignes des écoliers. Le chien mendie sa nourriture auprès des humains tandis que la bête sauvage les déchire. Personne dans la classe ne me prêtait attention à part Christine Von. Elle était la plus belle fille de notre école. Certains disaient que son sourire ressemblait à une rose tendre. Je n'avais pas remarqué qu'elle ressemblait à une rose tendre quand elle souriait. Chaque fois qu'elle me suppliait en riant de l'aider à résoudre un problème, elle me rappelait ce petit chat errant que j'y avais recueilli autrefois. Ce chat errant était mort de froid un hiver, c'est pourquoi je n'aimais pas lui expliquer les exercices. Elle me rappelait trop ce matou affamé qui me regardait avec des yeux implorants pendant les froides journées d'hiver. Je n'aimais pas lui donner des explications, mais je ne pouvais jamais refuser quand elle venait vers moi avec son épais cahier des exercices. Car je savais que derrière moi Mark nous observait avec un regard fou de jalousie. Mark poursuivait Christine depuis près de 3 ans. La famille Feng était la plus riche de la ville, une existence encore plus puissante que les Sterling. Je me suis approché d'elle intentionnellement, ramenant une mèche de cheveux échappée derrière son oreille. Christine s'est raidie un instant mais elle n'a pas refusé. Un bruit sourd a retenti derrière nous alors que Mark renversait une chaise et claquait la porte en partant. Concentre-toi, je ramène le regard de Christine vers mon visage. Le vent derrière la fenêtre ébouriffe les cheveux de Christine, elle me fixe de ses grands yeux et je comprends pourquoi Mark elle aime tant. Mais sous ses beaux yeux quelque chose d'inconnu aux autres semble bouillonner. Après les cours, Mark m'a tabassé, j'y ai entendu le craquement de mes os se déboîter. Crac, je te préviens, éloigne-toi de Christine. Et si je refuse, lui et je demandais, Christine ne peut pas aimer quelqu'un comme toi, espèce de misérable. Demain je vais déclarer ma flamme à Christine, je lui offrirai le cadeau le plus somptueux dans l'hôtel le plus luxueux et elle acceptera à coup sûr. Il suffit de gagner le cœur de Christine pour obtenir le soutien de la famille Feng. À ce moment-là, peu importe que tu sois le fils biologique de nos parents, avec l'appui des Feng, je pourrai bâtir une entreprise plus puissante que celle des Sterling. Alors nous verrons bien, dis-je en souriant tout en remettant mon bras en place avant de donner un coup de poing violent à Mark. 9 Ce soir il neige, je suis accroupi au bord de la rue mordant dans un hot dog fumant que je tiens à la main. Il est 19h58, hier Mark s'est vanté devant moi, aujourd'hui à 20h il offrira à Christine un grand spectacle de feux d'artifice pour lui déclarer sa flamme et toute la ville pour avoir sa déclaration des amours à Christine. 3 minutes se sont écoulées, il est 20h, une Christine apparaît devant moi. Ses joues étaient légèrement rosées, elle haltait sa somptueuse robe de soirée et n'avait pas encore eu le temps d'y être enlevée. Tu as 1 minute de retard, pourquoi tu m'as fait venir? Je lui ai tendu la moitié du hot dog que je tenais à la main, tiens je t'offre un hot dog. J'y ai enlevé ma veste et elle est étalée par terre, assieds-toi, je t'invite à regarder le feu d'artifice. Christine me jeta un regard noir avant de finir par s'asseoir. Au loin on entendait le bruit des feux d'artifice éclatant, les flammes colorées se rassemblaient dans le ciel formant un spectacle étincelant. Les drones s'alignaient avec précision pour former un cœur dans les airs flanqués des lettres S et F de chaque côté. SMF. Malheureusement la maîtresse de maison a pris la poudre des escampettes, choisissant plutôt de manger des hot dogs avec moi au bord de la rue. Ça te plaît, demandai-je à Christine, tu ne m'aimes pas, tu veux juste te servir de moi pour provoquer Mark. Elle répondit, je le sais mais je suis quand même venue. Tu sais pourquoi sa robe prenait sous les feux d'artifice une fascinante teinte noire et or. Des fils noirs serpentaient sur le fond doré. Dès le premier regard échangé avec Christine, j'y avais senti en elle une âme sœur. Le désir et l'ambition s'entrelacent dans ses yeux, nous sommes tous des bêtes aux appétits voraces. Ils disent tous que tu es une rose tendre. Mais je devine que tu es peut-être une belle Dionée attrape-mouche. Christine sourit, tu es différent des Ethan. Tu paries que tu es le dernier gagnant, j'y ai souri, alors je te félicite des avances d'avoir gagné ton pari. Elle a posé sa tête sur mon épaule, il fait si froid. Je les serré contre moi, les feux d'artifice au loin étaient magnifiques, merci à Mark d'avoir préparé tout ça, sans quoi cette soirée aurait été si terne. Après que Mark ait avoué ses sentiments à Christine ce jour-là, Christine et moi avons commencé à sortir ensemble fréquemment. Toute l'école parle de ma relation avec Christine, toute la ville a été témoin de la déclaration des amours de Mark, mais personne n'aurait imaginé que Christine me choisirait. En un instant la déclaration de Mark est devenue une plaisanterie. Il semble que nos situations avec Mark aient soudainement basculé à cause du choix de Christine. Ethan est bon en études, intelligent, pas mal de visages, et ce jour-là lors du discours M. Sterling était présent, tout le monde a compris que le chien sauvage dont parlait Ethan n'était autre que Mark. Non. C'est vrai, Mark a usurpé la vie d'Ethan pendant 17 ans et maintenant que ce dernier est de retour, il ne sait même pas se montrer reconnaissant et s'en prend constamment à lui. Mark a courisé Christine pendant 3 ans alors que Ethan l'a séduite en 3 mois. Un chien errant reste un chien errant. Ce jour-là Mark hérita d'un nouveau surnom, le chien errant. Avec les faveurs de la riche héritière des Feng, plus personne ne voulait aider Mark à me harceler. J'y ai infligé à Mark toutes les choses qu'il m'avait faites une par une. Je n'ai cessé de le provoquer attendant le moment où il sortirait son arme ultime. Enfin 15 jours plus tard, j'y ai vu Donna apparaître à l'entrée de notre école brandissant une banderole sur laquelle était écrit Ethan ingrat. Dès que je suis sorti de l'école, Donna qui attendait depuis longtemps s'est jetée sur moi pour m'en serrer les jambes.
Mon fils, tu abandonnes ainsi ta mère. Je sais que la famille Sterling est riche et puissante, mais moi aussi je t'ai élevé avec amour pendant 17 ans. Le jour où tu es parti, pourquoi n'as-tu pas daigné te retourner pour regarder ta mère malgré toutes mes supplications? Espèce d'ingrat, de plus en plus de monde s'amasse devant la porte. Christine arriva en courant et me demanda ce qui se passait. Donna, en apercevant Christine, eut les yeux qui s'illuminèrent. Mademoiselle Feng, aidez-moi à raisonner mon fils, s'il vous plaît. Comment peut-il agir ainsi envers celle qui elle a élevé? Quelle ingratitude. Vous ne devriez pas fréquenter ce genre de personne, et s'il est capable de me rejeter aujourd'hui sans même se retourner demain, il vous piétinera pour son propre intérêt. Christine resta silencieuse un long moment. Finalement elle me jeta un regard avant de s'adresser à Donna, toujours prosternée à terre. Je ne vous crois pas. Un doux émoi m'envahit le cœur. Voilà donc ce que ça faisait d'être cru. Non loin de là, une Rolls-Royce était garée au bord de la route, suivie de près par 2 voitures noires. 5 ou 6 gardes du corps en descendirent et se dirigèrent vers nous. Mademoiselle Feng, votre père vous demande de rentrer à la maison. Tous les médias de la ville ont les yeux rivés sur la famille Sterling. Leurs actions se sont effondrées ce matin. La famille Feng ne peut pas se compromettre avec ce genre de personnes. Les yeux de Christine rougirent. Je lui murmurai à elle l'oreille par des abords: je vais bien. Christine fut emmenée. Je regardai la Rolls-Royce et s'éloigner. Je me dis en silence: Christine, puisque tu as choisi de me croire aujourd'hui, je te donnerai tout ce que tu désireras à l'avenir. À cause de Donna, je fus renvoyé de l'école. Le cours des actions de la famille Sterling s'effondra et je me retrouvai à genoux devant mon père. C'est ça la valeur que tu veux me montrer. Si tu ne trouves pas de solution, sors de la famille Sterling. Je n'ai pas besoin d'un fils aussi incompétent. Je me suis relevé du sol affrontant son regard. Père J a été échangé à la naissance. La police a conclu que c'était le père biologique de Mark qui en était responsable, mais son vrai père a été condamné à mort il y a 17 ans pour un meurtre commis en état d'ivresse. Le vrai père de Mark ne méritait pas de vivre, mais ceux qui méritent vraiment la mort et la condamnation sont toujours en vie dans ce monde répandant de grands mensonges. Comment pourrais-je ne pas haïr mon père? Me jeta un regard. Tu veux dire que celui qui t'a échangé n'est pas le meurtrier? Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Me demanda-t-il. Parce que à l'époque je n'avais pas de preuves. Maintenant j'y en ai des preuves capables de les terrasser d'un seul coup. 11 Lorsque je suis entré dans l'école, tous me regardaient, leurs yeux me dévisageant sans relâche. Les journalistes présents dans l'enceinte de l'école attendaient depuis longtemps. Dès qu'ils m'ont aperçu, ils se sont rués sur moi avec leurs caméras et micros. Je suis monté sur l'estrade, un vent glacial s'insinuait dans mes os. En bas, Donna sanglotait et hurlait m'appelant son fils et me suppliant de rentrer à la maison. Ils m'ont traité des ingrats et m'ont reproché mon manque de cœur. Ma mère et mon père sont arrivés hésitant à parler. Mark, face aux caméras des journalistes, parlait de mon hostilité envers lui, disant que je ne valais pas mieux que lui, qu'au moins il n'abandonnerait pas les parents qui l'avaient élevé pendant 17 ans. J'y ai souri. Ce qu'il n'abandonnait pas, ce n'étaient pas les parents qui l'avaient élevé pendant 17 ans, mais la richesse et le luxe que l'y convoitait. J'y ai approché mon téléphone du micro et les voix de Mark et de Donna ont retenti. Qu'est-ce qui t'est appris? Comment as-tu pu le laisser revenir? Mon fils, je ne sais pas comment il a découvert cette affaire. Quand je m'en suis rendu compte, il était déjà parti dans la voiture des Sterling. Mon fils, ce petit bâtard, n'a pas dit à ses vrais parents que c'est moi qui avais échangé les bébés à l'époque. N'est-ce pas impossible tant que tu maintiens fermement que c'est ton mari qui l'a fait, qu'ils n'auront aucune preuve et ne pourront rien faire. Très bien, tant mieux. À cause des Ethan, ils m'ont tous traité de chien errant. Je veux que tu ailles à l'école ces 2 prochains jours pour créer des troubles, pour que tout le monde sache que Ethan est un ingrat qui a abandonné la personne qui l'a élevé pendant 17 ans pour son propre avenir. Mais mon fils, vont-ils me croire? Je vais engager des trolls et quand l'opinion publique sera unanime, le faux deviendra vrai. Il est encore trop jeune pour me rivaliser. En bas, le visage de Mark devint soudainement pâle comme un linge et Donna cessa instantanément ses lamentations. Un silence de mort s'installa. Les premiers à réagir furent les journalistes. Mark, est-ce que c'est toi qui as organisé la venue de Donna à l'école pour créer des problèmes? Est-ce que tu fais ça pour l'héritage de la famille Sterling? Tu ne cesses de dire que tu es reconnaissant envers la famille Sterling pour t'avoir élevé, mais dans ton dos avec ta mère biologique tu essaies de salir la réputation du véritable héritier des Sterling. Les actions de la famille Sterling ont chuté à cause de tes agissements. Alors est-ce pour remercier la famille Sterling de t'avoir élevé ou pour continuer à occuper indûment la place des autrui? Ma mère incrédule demanda à Mark: Mark, tu savais depuis le début que Ethan avait été échangé par cette femme méprisable et tu aimes à cacher la vérité tout ce temps. J'y ai toujours cru que tu étais mon vrai fils. Maman, ce n'est pas ce que tu crois, écoute-moi. Mark paniqua. Mark, si tu as quelque chose à dire, tu pourras l'expliquer à ta vraie mère au commissariat devant la police. Mark bondit sur l'estrade et m'attrapa par le col. Tout est faux, cet enregistrement est truqué. Cela faisait presque 1 an que j'y étais arrivé chez les Sterling. Mark ignorait que dès mon premier jour sous leur toit, j'y avais installé un logiciel d'écoute sur son téléphone. Je n'avais cessé de le provoquer attendant ce coup de fil où il contacterait Donna de son propre gré. L'enregistrement audio ne constituait pas une preuve, mais j'y avais installé une micro-caméra dans sa chambre. La caméra avait capturé l'expression hideuse de Mark lorsqu'il avait appelé Donna. Je semblais percevoir une légère odeur de sang émanant de Mark qui titillait mes nerfs. Quel frisson! Je me suis approché de son oreille. Mark, le chien errant va retourner là où il doit être. Je donnai un coup de pied à Mark pour l'éloigner. En 1 an, je n'avais plus à souffrir de la faim comme avant et ma taille avait grimpé en flèche dépassant légèrement la sienne. J'y avais engagé le meilleur entraîneur de Muay Thai et consacré 1 heure par jour à m'entraîner. Maintenant, je pouvais facilement projeter Mark hors de l'estrade. Donna refusait obstinément d'admettre la vérité, hurlant en bas: c'est faux, tout est faux. Il ment. Je souris, mes canines pointues et acérées bien visibles. Je retirai ma veste ne portant qu'un débardeur et un short en dessous. Ce gilet et ce short, je les avais achetés juste avant de venir. Avant cela, je n'avais jamais porté de manches courtes ni de short car mon corps était presque entièrement couvert de cicatrices laissées par des fers rouges. Horrible, répugnante, j'y exposais ces cicatrices au regard de tous sans aucune retenue. Donna cessa de crier en apercevant les marques sur mon corps.
Je vis enfin de la compassion dans les yeux de ma mère, dommage que je n'en ai plus besoin. Ce qu'elle refusait de me donner auparavant, je n'en ai plus envie maintenant. Quand j'y étais enfant, Donna m'éclaboussait le visage avec de l'eau bouillante parce que j'y avais pris une cuillère de riz de trop. Elle m'a giflé jusqu'à m'évanouir parce que j'y avais mangé un morceau de viande en plus. Elle m'a marqué au fer rouge me disant que cette marque permettrait aux autres de savoir que j'y étais son chien. La première fois que je lui ai montré mon bulletin scolaire avec la première place, elle l'a déchiré en disant que j'y avais triché. Elle a dit que si je ramenais encore des notes obtenues par tricherie, elle me couperait l'auriculaire. Elle m'a laissé aller à l'école quand je lui ai montré mes notes de dernier de la classe. Elle était contente et me laissait prendre un bol de riz supplémentaire le soir. Ce n'est que plus tard que j'y ai compris pourquoi elle avait été si cruelle envers moi, parce que son fils avait volé la vie qui m'était destinée. Non content de m'avoir dérobé mon existence, il voulait me voir supplier, me rouler par terre de douleur et faire de moi un chien qu'il pourrait battre et insulter à leur guise. Les cicatrices sur mon corps sont les preuves de leur crime. Ma mère s'est effondrée en larmes, répétant sans cesse pardon, je ne savais pas, maman ne savait pas. Mon père me regardait, le regard rempli de complexité. Je lui ai souri. À la fin de cette farce, mon père saura qu'il suffira qu'il annonce publiquement que je suis le seul héritier des Sterling pour que le cours de l'action de la famille Sterling monte en flèche. Je sais que mon père ne laissera pas passer une telle opportunité. J'y ai entendu le son des sirènes, la police est arrivée et a emmené Donna et Mark. Christine se tenait à l'écart de la foule vêtue d'un manteau blanc. Nous nous sommes regardés à travers la foule. 12. Le dénouement de cette farce fut que mon père annonça publiquement que j'y étais le seul héritier des Sterling. Mark fut chassé de la famille Sterling et retourna vivre dans le taudis de 50 mètres carrés où j'y avais passé 17 ans, tandis que Donna fut condamnée à une peine de prison de moins de 8 ans. Christine et moi avons été admis ensemble dans une université des élites. 4 ans plus tard, diplômé, j'y ai repris les rênes de Sterling Corporation. En vérité, je savais que mon père avait un autre fils illégitime à qui il comptait léguer sa fortune, mais durant ces 4 années des universités, mon influence s'était déjà infiltrée dans tous les recoins de l'entreprise. Je me suis penché à son oreille pour lui murmurer: Père, je suis ton fils, tu connais mieux que personne mes méthodes. Je peux assurer à cet enfant une vie paisible pour le reste de ses jours, mais il ne touchera pas un seul centime des entreprises des Sterling. Sinon le sort de Mark sera aussi le sien. Mon père avait vieilli, des cheveux blancs apparaissaient dans sa chevelure. Autrefois je devais lever les yeux pour le regarder, maintenant je suis devenu la montagne. Il doit désormais compter sur moi, il a dit des accords. J'y ai envoyé mes parents à l'étranger où ils passeront leurs vieux jours. En 8 ans j'y ai bâti mon propre empire commercial. 8 ans plus tard, Donna a purgé sa peine de prison. J'y ai spécialement demandé à quelqu'un de vérifier la date de sa libération. Le 13 août, je portais une paire de baskets blanches bon marché achetées dans un magasin discount. La Bentley noire s'arrêta devant la boutique de chaussures où j'y étais venu 8 ans plus tôt. Avant de descendre, je découpais un trou dans mes chaussettes avec des ciseaux. Dès que j'y entrais, quelqu'un vint immédiatement m'accueillir. Je reconnus aussitôt la personne qui m'avait servi 8 ans auparavant. Elle était passée d'une simple employée à directrice de magasin et c'est elle que j'y ai expressément demandé pour m'accueillir. 8 ans plus tôt, elle m'avait retiré mes chaussures en toile et avait éclaté de rire en voyant mes chaussettes trouées aux orteils. 8 ans plus tard, elle me retirait à nouveau mes chaussures en toile. Mes chaussettes avaient encore un trou, mais elle n'osait plus rire. Elle me complimenta sur ma simplicité et mon austérité. Je souris et du bout de mes chaussures de cuir qu'elle venait de m'enfiler, je lui relevai le menton. Tu m'as oublié, mais moi je ne t'ai pas oublié. Après tout, je suis du genre à rendre l'appareil. Elle sembla se souvenir de quelque chose, son visage devint soudainement livide. C'est toi. Tu es viré, ne me fais plus jamais croiser ton chemin dans cette ville. Je retirai mon pied qui lui soulevait le menton, privé de ce point des appuis, elle s'effondra aussitôt sur le sol. Je chausse mes nouvelles chaussures en cuir et par à travers la vitre de la voiture je vois son visage grisâtre. Le véhicule se dirige vers la prison. 8 ans ont passé, je vais revoir mon ancienne connaissance. Le 13e jour, la pluie se met à tomber. J'y attache Donna et la jette dans la pièce où j'y ai vécu pendant 17 ans. Il y a une autre personne à l'intérieur, Mark ligoté. Cette année-là, après avoir été chassé de la famille Sterling, Mark n'a même pas réussi à entrer à l'université. Il gagnait sa vie en livrant des repas, travaillant par intermittence. 8 ans plus tard, il vit toujours dans ce taudis. Un bulldog affamé depuis 3 jours hurle: Qu'est-ce que tu veux? Mark me fixe des yeux, je jette un couteau par terre. Entre vous deux, un seul sortira vivant. Donna saisit le couteau et s'apprête à me poignarder, hurlant: Espèce de monstre, fils de pute. Mon garde du corps a tendu le bras pour l'arrêter et lui a donné une gifle. Mark regarda la foule sombre derrière moi et se mit à trembler de tout son corps. Soudain il étreignit Donna: Maman, ma vie a encore de l'espoir, tu ne vivras plus longtemps, laisse-moi cette opportunité. Donna regarda Mark avec incrédulité: Qu'est-ce que tu as dit? Je suis allé en prison pour toi et maintenant tu veux que je prenne ta place. Elle a payé pour mes études et chaque fois qu'elle voyait mes résultats classés derniers, elle riait aux éclats. Les yeux de Donna semblaient sur le point de sortir de leurs orbites. Toi. Mark paniqué jeta Donna par terre. Désolé maman, je dois survivre. Des accords, elle est morte, maintenant tu peux me laisser sortir. Le fait que tu aies été échangé n'a rien à voir avec moi, c'est elle qui a tout fait depuis le début. Je regardais Mark agenouillé devant moi suppliant: Tu es vraiment un salaud. Je l'écartai d'un coup de pied. Les chiens à l'entrée et n'arrêtaient pas d'aboyer. Mark, mon chien, a faim. La porte était verrouillée et les hurlements de Mark résonnaient à l'intérieur. Je jetai mes chaussures en cuir et partis pieds nus, tout comme l'année où j'y étais arrivé ici pieds nus. Nous finirons par n'avoir rien, mais malheureusement je suis une bête avide des ambitions et avant de n'avoir rien je veux tout. Fin.